Pendant des décennies, l'anguille était considérée comme une espèce nuisible et constituait également un plat très convoité, en particulier sur le marché asiatique. Mais c'est seulement depuis une trentaine d'années que l'on s'est rendu compte que la surpêche était en train de faire disparaître l'espèce. Et malgré le fait que l'espèce soit aujourd'hui classée comme une espèce en voie d'extinction, les articles de presse sur le sujet se comptent sur les doigts d'une main. C'est pour ça qu'avec ce documentaire, nous espérons vous éclairer sur ce sujet important, et pourtant peu médiatisé. Les mesures portent-elles leurs fruits? Un réseau de trafic d'animaux, sensationnalisme ou réalité? Y a-t-il de l'espoir pour l'espèce de l'anguille? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans ce documentaire. La première personne que nous avons jugée importante à interviewer n'est autre que Guillaume Leprialec. Il est le représentant du comité régional de la pêche maritime. Et il est certainement l'un des mieux placés pour nous parler de l'extinction de l'anguille. Bonjour Guillaume Leprialec, bonjour. Vous travaillez donc au comité régional des pêches maritimes. Est-ce que vous pourriez nous présenter qu'est-ce que c'est exactement le comité régional des pêches maritimes? Alors, le comité régional des pêches, c'est une structure qui gère les pêcheurs, qui sert d'intermédiaire entre les pêcheurs et l'administration française. Ça permet de gérer tout ce qui est ressources halieutiques et autorisation de pêche. Et du coup, votre métier, qu'est-ce que vous êtes amené à faire? Quelles sont vos Pour ce qui est régional, pour ce qui est civil. Moi, j'essaye de gérer la pêcherie de civelière en Bretagne. C'est-à-dire que avoir une continuité, parce que souvent les gens ils oublient que le pêcheur il fait partie de la biodiversité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là où je veux en venir, c'est que le pêcheur pêche tous les jours, mais évidemment s'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de pêcheurs. Donc le premier acte du pêcheur, c'est de pérenniser la biodiversité pour pouvoir continuer son métier. Sauf que souvent les gens ils ont inversé le problème, souvent les gens ils ont l'impression que le pêcheur est là pour tout détruire, sauf que ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que s'il détruit tout, il se détruit lui-même. Donc le bâtiment, c'est l'inverse, c'est que le pêcheur il est là et il fait des actions pour mener à bien la continuité de son métier, quoi. Et qu'est-ce que vous dites à des OGN comme par exemple Robin des Bois qui demandent l'arrêt de la pêche ou la descente drastique au niveau des quotas de pêche? C'est ce qu'on appelle un faux problème en réalité. C'est que beaucoup de gens ont assimilé la diminution du stock d'anguilles due essentiellement à la pêche. Alors qu'en réalité, il y a 5 grands facteurs pour la diminution d'anguilles. Le premier facteur, c'est tout ce qu'on appelle les obstacles à la migration. Barrages, turbines, petits murs qui empêchent la civelle de remonter, ainsi de suite. Donc type barrage d'Arzal. Type barrage d'Arzal qui empêche une partie de la civelle. Alors au barrage d'Arzal, il y a une passe à poissons, une passe à civelle, mais 100% des civelles ne peuvent pas passer de la passe. Donc le premier facteur qui fait une diminution des anguilles au niveau européen, c'est les obstacles à la migration. Dans les années 80, on a noté une diminution des anguilles dans les années 80, et c'est à ce moment-là qu'il y a une augmentation, 10 ans avant, dans les années 70, où on a bétonné tout, on a fait des barrages partout, des turbines, pour alimenter le réseau d'eau potable, le réseau électrique et tout. Donc il y a eu ce premier obstacle, les obstacles à la migration. Le deuxième facteur, c'est la pollution. C'est qu'il y a une pollution de plus en plus, tout le monde peut le constater, il y a de plus en plus de pollution, donc ça a un impact sur les anguilles. Il y a un troisième facteur qui est les changements climatiques. Une variation d'1 ou 2 degrés dans l'eau va faire une évolution ou une migration différente des civelles qui sont vraiment impactées par les changements climatiques. Le quatrième facteur, c'est les prédations. Donc la civelle, quand elle arrive, il y a une prédation naturelle, mais il y a une prédation avec des espèces invasives, comme par exemple le silure, qui n'était pas là avant et qui est arrivé. Et donc le silure, il n'est pas plus bête qu'un poisson. Il a compris que quand il y a un barrage, que tous les anguilles arrivent dans le barrage, qu'elles sont bloquées, c'est le garde-manger. C'est plus facile de manger tous les civelles qui sont dans le barrage. Donc il y a une prédation énorme sur l'anguille. Après, il y a du parasitisme. Les parasites qui sont sur les anguilles. C'est ça, voilà, qui empêche l'anguille après de redescendre dans les profondeurs, donc il y a une diminution du retour des anguilles.
Et le cinquième facteur, il y a la pêche, professionnelle et amateur, parce qu'il y a les deux types de pêche. Donc les amateurs pêchent aussi des anguilles. Donc ces deux pêches, amateurs et professionnels, font que tous ces facteurs ont amené une diminution du stock d'anguilles. Et puis dans les obstacles à la migration, il y a une diminution aussi des zones de migration. C'est-à-dire que de plus en plus, on est plutôt dans une ère de bétonnage. Et il y a de moins en moins de zones humides, il y a une disparition de certains marécages où on les comble pour faire des constructions et ainsi de suite. Donc tout ça font que la civelle a de moins en moins de possibilités de s'installer, parce que la civelle, c'est pas comme je disais avant le saumon, qui fait un aller-retour. La civelle va rester pendant 10 à 15 ans dans une rivière. Donc toute l'évolution qui est dans ce cours d'eau va l'impacter indirectement, quoi, et directement. D'accord, donc c'est pas juste les pêcheurs et c'est un petit peu un raccourci de... C'est un raccourci, c'est que c'est une globalité. Chacun a une partie, est partie prenante dans l'extinction et dans la reconstruction du stock d'anguilles. D'accord. Comment est-ce que vous et le comité des régionales des pêches gèrent cette chose-là avec les pêcheurs? Est-ce qu'il y a des quotas qui sont mis en place, Alors, etc. au niveau français, il y a un quota national qui est mis en place, qui est après divisé par région, on va dire par UGA, unité de gestion anguille. Et après, au sein de cette UGA, qui est gérée au niveau régional, on attribue, pour la Bretagne, on attribue des limitations individuelles où chaque pêcheur a une quantité de pêche à faire. Et une fois qu'il a fini sa pêche, il arrête, il rentre chez lui, c'est fini. L'État français nous impose dans le plan de gestion anguille 2 quotas. Il y a le quota consommation, qui représente 40% du quota, et le quota repeuplement, qui représente 60% du quota. C'est-à-dire qu'automatiquement, un pêcheur qui a par exemple 100 kg, il n'a droit de pêcher que 40 kg en consommation, et le reste, les 60 kg, il doit le faire pour repeupler. Alors repeupler, c'est-à-dire que les acheteurs, le premier acheteur, achète la civelle au pêcheur, et après ce premier acheteur va le revendre à un deuxième acheteur, qui est une ferme d'élevage, qui va la faire grossir et qui va le remettre dans les rivières pour le repeuplement, pour repeupler les rivières. Après, à savoir que l'anguille, c'est pas un poisson comme le saumon. Souvent, les gens ont l'impression que la civelle, elle vient dans une rivière, elle vit dans une rivière, et elle repart, alors qu'en réalité, la civelle, si vous voulez, la civelle, elle naît dans les mers du Sargasme. C'est des larves qui sont dirigées par le Gulf Stream, qui mettent entre 6 et 1 an pour revenir sur les côtes françaises. Elles sont totalement éparpillées aléatoirement. Et après, elles rentrent dans les estuaires. Elles grandissent, elles deviennent des anguilles jaunes et anguilles argentées. Quand elles sont anguilles argentées, elles repartent, elles font le chemin inverse. Donc elles repartent dans les mers de Sargasme. Et elles restent, dans les rivières, elles restent entre 10 et 15 ans. Donc c'est quand même assez important. Et après, elles repartent. Et une fois qu'elles sont arrivées dans les mers de Sargasme, elles pondent des œufs de nouveau, mais elles meurent. Donc en réalité, les civelles que nous avons en Bretagne, on ne sait pas, personne ne sait si c'est des anguilles qui étaient à l'origine en Bretagne, qui sont parties pondre dans les mers de Sargasme, si c'est des œufs d'anguilles bretonnes, ou alors c'est des civelles qui viennent de Norvège, qui viennent de Suède, qui avec le Gulf Stream ont pondu dans les mers de Sargasme, et les œufs ont été aléatoirement pêchés. Donc du coup, on ne sait pas, les gens ont toujours l'impression que ce qu'on prend dans nos rivières là, c'est ce qui rend moins après. Alors qu'en réalité, on pourrait, il y a plein de, c'est pour ça qu'on repeuple toute l'Europe, et repeupler, parce qu'en fin de compte, tout a un impact. C'est qu'il n'y a pas, la pêcherie en Bretagne n'a pas juste un impact sur elle, mais c'est vraiment une gestion au niveau européen. Vous voyez déjà avec les pêcheurs Alors, la diminution, tout le monde l'a aperçu. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, les pêcheurs pêchaient 10 fois plus, 100 fois plus de civelles. Ce qui s'est passé, c'est que depuis 4-5 ans, il y a un recrutement supplémentaire de la civelle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout le monde, les scientifiques l'ont reconnu, c'est qu'il y a plus de civelles qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a plus d'arrivage de civelles qu'il y a 5 ans. Donc il y a une augmentation du recrutement. Donc on est plutôt sur une phase d'augmentation de recrutement. Donc évidemment, les pêcheurs espèrent que c'est en bonne voie, que le stock va se reconstituer, mais ça fait aussi une dizaine d'années que les pêcheurs font des efforts. Parce que tout ce qui est repeuplement, ça fait une dizaine d'années que ça existe déjà. Donc tout le monde espère que le fait de repeupler les rivières, qu'il y a une pression de pêche moins, parce qu'on est passé de 1200 pêcheurs civiliers à 400 pêcheurs là. Donc petit à petit, le nombre de pêcheurs, l'effort de pêche a diminué de plus de 50%. Donc il y a vraiment un effort réel de la profession pour reconstituer le stock d'anguilles. Et ce que je vous disais au début, c'est que le pêcheur, il n'est pas là pour faire quelque chose et que demain ça s'arrête. Il est là pour la pérennité, pour son travail, c'est son travail de tous les jours, quoi. Donc évidemment, il a fait des efforts pour qu'il y ait une continuité écologique et sur la biodiversité pour continuer son métier, quoi.
Donc là, on a fait beaucoup d'évolutions depuis les 4-5 dernières années. Il y a une prise de conscience des pêcheurs. Donc c'est ce qui nous a apporté et nous a décidé de mettre en place un label européen, où en Europe, on est la seule région européenne à avoir ce label. Donc il y a vraiment un effort important qui a été fait, sachant que Arzal, donc le barrage d'Arzal avant, était l'une des régions en Europe qui était la plus critiquée. C'est-à-dire qu'on est passé, entre guillemets, même en France et même en Européen, à l'endroit le plus pourri d'Europe, où c'était n'importe quoi, on est presque devenu un exemple européen, parce qu'en 4 ans, on a réussi à mettre un label en place, on a mis une amélioration de la qualité, il y a une évolution des mentalités, il y a comment ça s'appelle, au niveau de la mortalité de la pêche, on a carrément diminué. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, Arzal, il y a 20 ans, on avait, 20-30% de mortalité dans la pêche, alors que là, on est à moins 4%. Donc en 4 ans, c'est énorme. C'est-à-dire que par contre, évidemment, toute cette amélioration, elle ne s'est pas faite comme ça du jour au lendemain et elle ne s'est pas faite facilement. C'est-à-dire qu'il a fallu que les pêcheurs prennent sur eux, on a fait des restrictions supplémentaires, il y a eu plein d'efforts de la part des pêcheurs pour améliorer et apporter cette durabilité dans la pêche. Du coup, ça se fait vraiment main dans la main avec les pêcheurs. Ça se fait main dans la main avec les pêcheurs, on a des discussions avec l'Agence française de la biodiversité, avec les fédérations, on a apporté une discussion pour essayer d'améliorer et de reconstituer le stock. Dans cette reconstitution de stock, on a donc cette partie de repeuplement, où chaque année, en Bretagne, on repeuple à peu près 1 300 000 individus de civelles. C'est-à-dire on pêche 1 300 000 civelles qu'on va repeupler dans les rivières où il n'y en a plus. Par exemple, cette année, on a fait ça sur l'Aune. L'Aune, il y a plus d'une 50aine d'écluses. Donc à chaque fois qu'il y a un barrage, ça fait une diminution de migration. Donc automatiquement, vous imaginez bien que sur la première écluse, il va y avoir un certain nombre d'anguilles naturelles qui sont, mais arrivé à la 20e, 30e, 4e, plus vous montez, moins il y a d'anguilles parce qu'à l'origine, il n'y avait pas ces écluses, il n'y avait pas ce barrage. Donc nous, l'idée, c'est de permettre une amélioration de la biodiversité, c'est qu'on prend les civelles, on les remonte le plus haut possible pour qu'elles se développent naturellement, qu'elles recolonise le site, parce que c'est un indicateur, l'anguille aussi. C'est comme dans toute la biodiversité, dans la nature, chacun a sa place. Donc l'anguille avait une place, donc du coup nous on essaie de la remettre dans la place pour qu'elle retrouve, et puis 10-15 ans après, Rodé a fait une dévalaison et elle repart dans la mer de Chargaz. Donc il y a vraiment un effort de la pêcherie pour une reconstitution du stock anguille. Comme nous venons de le voir, de nombreuses mesures ont été mises en place afin de sauvegarder les civelles et donc l'anguille. Cependant, en se rendant sur le terrain, les opinions de certains diffèrent quant à l'intérêt de certaines mesures. C'est le cas de Frédéric, un pêcheur professionnel, que nous avons rencontré lors de notre visite nocturne au barrage d'Arzal. Donc je sais pas comment vous vous appelez, vous pouvez Fred. vous présenter. Fred Bengal. Est-ce que vous faites de la pêche depuis longtemps ? Ça fait 30 ans. Ouais. Vous avez vu les évolutions avec les lois et tout, ce qui a changé. Et ça vous plaît comme métier J'aime bien la civelle, pas trop cette année parce que ça coûte pas cher. Les Il y a des plus grandes années, oui. Ah ouais, l'année dernière par exemple on vendait le minimum qu'on a vendu c'était 230. D'accord. Et le prix se fait en fonction de quoi ? Du braconnage. D'accord. Et cette année on est à 100 €. D'accord. Et du coup, comment est-ce que ça influe le braconnage par rapport à Ce vous, qui la se passe pêche, c'est que les autres années il y avait un marché parallèle qui partait sur la Chine, donc sûrement des nôtres partaient sur la Chine. Et là ils ont réussi à stopper le marché parallèle, donc il y a trop de civelles pour le repeuplement européen. D'accord. Pour le moment, donc là on est à 100 €. Ouais, donc On perd 130 € du kilo. trop d'appels, moins de demandes. Voilà. Et en ce qui concerne la technique de pêche pour la civelle, est-ce que c'est particulier ? Ici c'est spécial. Hein. À Arzal c'est vraiment spécial. Tous les bateaux tournent en rond, il y a un barrage, elles ne peuvent pas passer. Donc... Oui, du coup ils sont là. Et sinon, on a des tamis. On a droit à 2 tamis d'1,20 m.
C'est distribué par la région ou c'est à vous de... C'est l'acheteur là qui les paye. D'accord. Depuis 2 ans. Avant, il fallait se les payer. Depuis 2 ans, on a changé nos tamis, on a mis des tamis plus fins pour pas que dedans qu'elles se blessent. D'accord. Donc, le maillage est plus fin et du coup, il y a eu un arrangement avec le comité local, c'est le gourou de Chaga qui les achète, qui nous les a dit. Et du coup, quand vous avez commencé, vous, la pêche il y a 30 ans, c'était quoi les différences parce qu'on nous a dit qu'il y avait droit qu'à une seule personne par bateau, etc. C'était comment quand vous avez commencé? Non, il y a droit à 2 personnes par bateau. Il y a des gars qui sont 2. D'accord. C'est beaucoup moins rentable parce qu'on a le même quota qu'on soit 2 ou 1. Donc... Ouais. Autant avant. Voilà. Mais non, ce qu'il y a, c'est que quand on a commencé, c'était pas classé à la CITES, donc on pêchait. De façon assez libre. Il n'y avait pas de quota, quoi. D'accord. Donc on pêchait tant qu'il y avait des civelles, on pêchait. Et du coup, est-ce que c'est quand même le fait d'avoir des quotas, est-ce que ça a augmenté le prix quand même ou par rapport à la rareté ou vraiment pas du tout, au contraire Non, parce que le problème de la CITES, c'est que c'est mondial et qu'ils nous ont interdit de les vendre en Chine et c'était les Chinois qui les payaient très cher. Donc, Du coup, la fermeture du marché a fait que... Voilà. Là, si on vendait en Chine, on vendrait 700 €. Ouais. D'accord. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on a un quota global, il y a 40% pour la consommation, donc pour manger, et 60% pour repeupler les rivières européennes. D'accord. Mais les 40%, ils nous interdisent de les vendre en Chine. Pourquoi est-ce que c'est fait comme ça? Parce que c'est l'Europe et que je pense que ça a été fait à cause des lobbies des fermes aquacoles danoises, allemandes et hollandaises qui étaient en train de couler parce que c'était trop cher pour eux. D'accord. Il y avait plus d'une centaine de fermes, il doit en rester 7-8. Et donc ils ont sorti ça, interdiction d'exporter, donc voilà, il y a trop. Mais parce qu'après les civelles qu'on les consomme en Chine ou en Espagne ou en Allemagne, c'est pareil, c'est pour consommer. Et est-ce qu'en tant que pêcheur, vous suivez le travail de repeuplement avec les scientifiques ou est-ce que c'est vraiment qu'eux qui s'en occupent? Non, il y a quelques-uns qui sont... Mais le repeuplement, il y a plusieurs repeuplements. On a une partie, on avait 9 kilos cette année chacun, un truc comme ça, pour repeupler les rivières françaises. Enfin, une rivière française. Nous, ici, on repeuplait l'Aulne. L'Aulne, c'est Châteaulin. Et après, les autres années, on repeuplait plus haut dans la Vilaine. Ça, c'est l'État français qui paye. Après, le reste du repeuplement, ça part en Allemagne, en Pologne, chez les autres pays européens. Là, on ne peut pas suivre. Ici, c'est suivi un peu. Je sais que cette année, ils les ont marqués. Ils les ont pas peintes, mais ils ont mis un colorant dedans. Ah oui, pour les suivre. Pour les suivre, mais apparemment, ils peuvent les suivre que pendant 3-4 ans. D'accord. Et vous, en tant que pêcheur, parce qu'on voit un peu les chiffres sur Internet, scientifiques, etc., mais vous, sur le terrain, vous voyez la différence est-ce qu'il y en a moins, est-ce qu'il y en a plus ou... Oh, là, à travers les années Moi, je dis, avec l'expérience, dans 10 ans, ils vont reclasser ça en nuisible. D'accord. Tellement il y en a. Ouais. Ok. Parce qu'il faut savoir que dans les années 80, c'était classé comme nuisible. Maintenant, c'est en voie de disparition. Ouais, donc c'est vachement... ça fluctue vachement quand même. Oui, il fallait les éliminer, mais quand on voit tout ce qu'il y a, ils tarderont pas à classer en nuisible, je pense. Les quotas sont ridicules par rapport à ce qu'il y a. Mais depuis qu'on a fait les quotas, c'est vrai qu'on voit une augmentation. Donc les scientifiques se plantent complètement. Parce que quand on écoutait les scientifiques, le problème des scientifiques, c'est qu'il y a un scientifique sur la France. D'accord. Qui est Briand, Cédric Briand. C'est le seul qui a fait une thèse sur l'anguille habilité à l'anguille. Donc il est borné, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il n'y a personne qui lui dit... Et lui, il nous avait dit il y a 10 ans, si la pêche continue, dans 5 ans, il n'y aura plus une seule, il n'y aura pas 4 civelles à Arval, il y en aura 0. C'est fini, ça sera fini. Là, on pêche. Ouais. Là, on est arrivé en décembre, on avait 30 kilos à faire, en 4 jours, on a fait notre quota. Il y en avait plein. Donc, et puis, on voit qu'ils se trompent parce que on voit, nous, depuis 5-6 ans, que ça remonte. Et ça remonte beaucoup. Et si on prend le truc de l'anguille du scientifique, ça naît soi-disant dans les sargasses. Ah oui, on a vu ça. Ouais. Ça met 2 ans pour venir. Nous, ça fait 10 ans qu'on a des quotas. Là, ça met 2 ans pour venir ici. Et après, ça vit dans les rivières pendant minimum 10 ans, voire 20 ans.
et ça repart soi-disant dans les sargasses pour reprendre. Si on prend tout le cycle, nous ça fait 10 ans qu'on a des quotas, on voit que depuis 5 ans on voit que ça augmente, alors que quand on a commencé les quotas, les anguilles les civelles qu'on a pêchées il y a 10 ans, elles sont même pas encore reparties. Donc on ne devrait pas voir que ça augmente, ça devrait toujours baisser. Il y a quand même une augmentation. Et alors qu'il y a une augmentation, mais moi j'ai trouvé une étude scientifique mais qui n'est pas reconnue. Il y a un gros pavé comme ça qui dit que lui c'est des conneries, les sargasses, elles naissent dans les marais ici. Et je sais qu'ici ils ont marqué des civelles, des anguilles, des grosses anguilles. Et ils ont retrouvé la plus loin qu'ils ont retrouvé c'est aux Açores, mais avec des balises GPS. Ouais, donc tout ce qui est trucs scientifiques, c'est assez... Ils ont trouvé une larve d'anguille une fois en 1900, je sais pas combien, 1902 au large des sargasses, et depuis, pour eux, ça vient des sargasses. Pour nous, vu l'évolution, c'est pas possible que ça vienne des sargasses. C'est pas possible, puisque une civelle qui passe ici, il lui faut au minimum 10 ans, des fois même 20 ans pour repartir. Donc le temps qu'elle reparte, ils disent qu'il faut 2 ans pour aller jusqu'au sargasse et 2 ans pour revenir, c'est pas possible. Ouais. Remettre en question la parole des scientifiques est souvent mal vu, voire considéré comme du complotisme. Les sources de Frédéric restent floues. Il est donc difficile de trancher quant à la recevabilité de ses arguments. Cependant, c'est lors de notre dernière interview que nous avons compris ce qui pouvait pousser Frédéric à remettre en question les décisions prises par le comité. Voici François. Il est membre de l'Agence française pour la biodiversité. Et son rôle est de faire respecter les mesures, notamment les quotas de pêche. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nous et l'agence pour laquelle vous travaillez ? Oui, bonjour, moi je m'appelle François Roux, je suis inspecteur de l'environnement à l'Agence française pour la biodiversité. Donc mon métier consiste à surveiller les milieux aquatiques dans toutes leurs composantes, à savoir protection contre les pollutions, la prévention des travaux, la surveillance de toutes les autorisations qui sont données par l'administration sur des projets qui peuvent toucher les milieux aquatiques. Et moi plus particulièrement, je travaille sur le sujet de la protection des espèces piscicoles, puisque je fais partie d'une unité spécialisée sur la surveillance des poissons migrateurs. D'accord. Donc civelles, mais aussi d'autres... Civelles, et puis également saumon, alose, lamproie marine, et l'anguille, évidemment, dans toutes ses composantes biologiques. Pourquoi est-ce que c'est important de justement protéger cette espèce ? Est-ce qu'il y a une importance dans la biodiversité ou... J'ai envie de vous répondre que comme pour les autres espèces, on n'a pas forcément envie de la voir disparaître. Oui, bien sûr. Sauf qu'on a assisté à l'effondrement des stocks depuis maintenant une quinzaine d'années pour l'ensemble des critères que j'évoquais auparavant, l'assèchement des zones humides, la pollution de l'eau, les barrages, enfin les difficultés pour remonter ou redescendre depuis les cours d'eau, et puis le problème de la pêche. Pêche qui engendre à la fois de la pêche professionnelle bien sûr, mais aussi du braconnage. D'accord. Et du coup là, je pense qu'on peut être sur ce qui est des actions qui sont mises en place pour protéger cette espèce. Vous travaillez, vous, avec votre agence, surtout sur ce qui est d'empêcher le braconnage ou également sur protection de l'environnement, etc. Non, l'Agence française pour la biodiversité, elle travaille sur l'ensemble de ces problématiques. D'accord. Après, au sein des unités, il peut y avoir des agents plus spécialisés sur une thématique qu'une autre. On a des gens qui travaillent sur la continuité écologique, sur l'aménagement des barrages, d'autres, comme moi par exemple, qui vont être plus dans des unités dirigées vers le contre-braconnage et le contrôle de la pêche. Et d'autres qui vont travailler sur les milieux eux-mêmes, voire sur le réaménagement, la restauration de certains milieux qui avaient disparu. D'accord. Donc les mesures sont prises sur l'ensemble des problèmes précités, sachant que donc des mesures ont été prises depuis la fin des années 2000, puisque l'Europe a donc pris une directive visant à protéger cette espèce. Donc ça a eu des incidences, puisqu'elle est classée parmi les espèces menacées, et donc à ce titre a droit à un certain nombre de mesures de protection importantes. Et puis pour ce qui concerne sa pêche, il a été déterminé donc des unités de gestion anguille, UGA pour simplifier,
au sein desquels des quotas de prélèvement ont été institués. D'accord. Sachant que ces quotas peuvent varier d'une année à l'autre. En fonction de la pérennité de l'espèce, etc. Exactement, ils seront amenés à être modifiés en fonction du retour de l'espèce et puis de l'augmentation potentielle des stocks. Est-ce que vous avez vu une évolution plutôt positive de la population de la civelle ou... Alors, par rapport à l'espèce, il est encore un peu tôt pour en tirer des conclusions, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est une espèce qui a une biologie quand même particulière, puisque le temps qui s'écoule entre la civelle et l'anguille mature peut être quand même relativement long, de l'ordre d'une quinzaine d'années. Donc, les mesures de protection, elles datent de 2009-2010 pour les premières, puisque le règlement européen date de 2007, le temps que ça se traduise en droit français et que des réglementations soient prises au travers du Code de l'environnement. Vous voyez, c'est quand même relativement frais, ça fait une dizaine d'années. D'accord, oui, donc c'est un peu trop tôt pour... Voilà, donc on a parfois effectivement, les pêcheurs nous le disent, ils ont l'impression qu'il y a plus de civelles qu'auparavant et que les mesures portent déjà leurs fruits. Ce sont des espèces qui, tout comme le saumon, sont variables, je dirais, dans leur retour. Quand on suit les données de capture, on voit bien que ça fait des sinusoïdes, qu'on peut avoir une excellente année ou un excellent début de saison en se disant il y a un beau retour de civelles, mais en fait 2 mois après il en reste beaucoup moins. Et ça ne permet pas de dire que l'espèce est hors de danger, c'est encore prématuré, quoi. Il va falloir avoir une plus longue durée de temps pour pouvoir vraiment avoir un... Ouais, je pense qu'il faut des séquences plus longues, parce qu'effectivement il y a des données qui nous sont fournies par les captures effectuées, mais il y a aussi des données en parallèle faites par des scientifiques sur des ouvrages. Le barrage d'Arzal, par exemple, est équipé d'une passe à poissons et notamment d'une passe à civelle. Et donc là, il y a des mesures qui sont faites. Donc on sait quelle quantité de civelles franchissent le barrage. Et on peut mettre ça on peut corréler ces données-là avec celles de la pêche professionnelle. D'accord. Et ça donne une tendance. Mais bon, je pense que 10 ans, c'est un peu tôt pour se prononcer sur le bon retour de l'espèce et je dirais le grossissement des stocks. Par rapport à la vente de la civelle, nous on avait vu que c'était un marché qui était exclusivement européen par rapport à la pêche qui était faite en Europe. Pourquoi ? Alors il se trouve qu'historiquement, si on remonte dans les années 80, la civelle était surtout pêchée pour la consommation. Là, quand je parle de consommation, c'était la consommation humaine. Il y avait notamment les Espagnols, les Portugais étaient assez friands des civelles qui consommaient en tapas. Chez nous, en France, c'était une consommation un peu plus traditionnelle, mais c'est vrai que c'était pas un plat qui était rare sur les tables de la région nantaise, par exemple. Oui. Mais bon, ça restait de la consommation classique. Et puis, on a vu arriver une demande croissante depuis les pays asiatiques, notamment la Chine, qui s'est mise à élever en fait des civelles pour ensuite exploiter les individus adultes. Donc ils ont d'immenses piscicultures en fait, D'accord. dans lesquelles ils font grossir les civelles. Et ce marché s'est révélé vraiment croissant jusqu'au point de mettre en danger l'exploitation de l'espèce dans les pays européens. Donc c'est là qu'est intervenu, sont intervenues certaines décisions prises au niveau européen sur le fait qu'on interdise l'exportation à destination des autres pays hors de l'espace Schengen, afin de pouvoir voir les stocks se reconstituer. Si effectivement les stocks se reconstituaient de façon pérenne, on pourrait à nouveau peut-être penser à une exportation. Mais là, la demande était vraiment trop forte. Et les prix s'envolaient, quoi. Et donc ça favorisait aussi beaucoup le braconnage. Puisqu'à la limite, la pêche professionnelle ne suffisait plus à elle seule à alimenter ces marchés-là. Mais du coup, un braconnage s'effectue quand même vers le marché asiatique aujourd'hui ? Et oui, malheureusement. D'accord, et par rapport au prix, au kilo de la civelle sur le marché asiatique, par rapport au marché, on va dire, légal qui peut se faire en Europe, c'est comment en comparatif de prix à peu près ? Donc il est délicat de donner des prix puisque les prix qui sont payés,
disons par les Chinois, ne sont que des estimations puisqu'ils sont illégaux. Mais bon, dans un ordre d'idée, on sait que cette année, par exemple, le prix moyen du kilo de civelle acheté aux pêcheurs pro était de l'ordre de 300 € en moyenne. Le kilo. Le kilo. Sur le marché du trafic international, on pense savoir que certains acheteurs chinois notamment sont capables de mettre plusieurs milliers d'euros pour un kilo de civelle. Donc on a assisté à plusieurs interpellations, notamment par les douanes, d'individus qui, fonctionnant comme sur le même mode que sur le trafic de drogue, transportent des valises. Des valises avec dedans des animaux vivants, des civelles enfermées dans des sachets en plastique avec de l'oxygène et un peu d'eau. Donc ça devient monnaie courante, quoi. Tous les moyens sont bons pour faire passer, soit par petite quantité, soit par quantité plus importante, qui passent les frontières via des filières très bien organisées. Et du coup, par rapport on parle des quotas et de la pêche illégale et du braconnage, pour cette saison, à peu près, il y a combien de tonnes de civelle qui a été autorisée et combien vous savez qui a été pêché sur le marché légal et combien pour le braconnage? Est-ce que vous avez des chiffres? Pour le braconnage, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour le On dire? pourra peut-être avoir des estimations, mais ultérieurement, et ça tient vraiment aux enquêtes qui sont faites sur du long terme. D'accord. C'est des enquêtes qui sont menées sur plusieurs années, et ce sont des estimations. Je peux vous dire qu'on a estimé, il y a 2 ans, qu'il y avait eu un échappement de l'ordre de 2 tonnes depuis certains pays européens. D'accord, quand même. Il faut savoir que, par exemple, si ces civelles parviennent jusqu'au Maroc, rien n'empêche de les exporter vers la Chine, puisque le Maroc ne fait pas partie de l'espace Schengen. Donc le détroit de Gibraltar, c'est pas bien large. Mais bon, il y a aussi des possibilités par avion. L'imagination n'a pas de borne dans ce cas-là. Le braconnage, à quel point est-ce que ça va... Bon, vous disiez que vous n'aviez pas les chiffres encore on n'avait pas les chiffres parce qu'il était trop tôt pour voir l'évolution de la population de la civelle. À quel point est-ce que le braconnage va blesser et empêcher cette population de grandir? Le souci, c'est que comme on ne maîtrise pas les quantités qui échappent en fait au marché officiel, ça vient s'ajouter, je dirais, au prélèvement qu'on sait déjà être conséquent quand même sur cette espèce. Donc si on imaginait qu'on a un tiers, voire la moitié de la même quantité qui échappe, ça devient difficile de gérer les stocks convenablement, quoi. Par rapport justement à ça, on avait vu sur une ONG qui s'appelle Robin des Bois, qui demandait à ce que la pêche et les quotas soient vraiment vraiment réduits, ou tout simplement que la pêche ne soit plus autorisée de la civelle. Vous évidemment vous pouvez pas forcément parler de votre activisme, mais est-ce qu'il y a des relations justement avec des ONG, avec l'Agence française pour la biodiversité? Non, il n'y a pas de relation directe, je dirais. Eux, ils sont dans leur rôle de protecteurs de la nature, tout simplement. Ils sont militants et ils sont tout à fait légitimes à demander ces dispositions-là. Maintenant, il y a aussi des aspects économiques non négligeables et puis une filière professionnelle qui en vit, au moins en partie sur l'année. Donc ce sont des intérêts effectivement contradictoires. Nous, là-dedans, on ne peut avoir qu'un avis technique sur le sujet, et au-delà de la dimension du contrôle qu'on effectue au travers de nos missions de police, quoi. D'accord. Mais on sait que cette association-là particulièrement est assez active sur le suivi des procédures judiciaires qui sont établies à l'encontre de braconniers ou de pêcheurs indélicats, je dirais. Et ils se portent volontiers partie civile. D'accord. Donc il faut entendre leur voix. Par rapport au braconnage justement, c'est quoi à peu près le profil de quelqu'un qui va braconner? Bon, ce sont des gens qui sont en marge de la société, quoi. Pour la grande majorité d'entre eux. Ils sont capables de s'organiser en bande, puisque derrière, ils connaissent quand même les risques qui sont pris pour eux. C'est quoi les risques justement? Alors les risques aujourd'hui sont quand même importants, puisque
La législation a prévu dorénavant des peines de prison ferme à partir du moment où on a affaire à de la bande organisée et démontrer l'organisation d'une filière. Ça peut coûter assez cher. Je parle même pas des amendes, voire des dommages et intérêts qui peuvent être demandés justement par les associations de protection de la nature qu'on évoquait là. Après, certains encourent le risque quand même. Mais en général, ce sont des filières organisées. Il est devenu extrêmement rare de trouver une personne isolée qui pratique le braconnage de la civelle. Ça, c'est justement tout le travail de fond qui fait qu'il faut mettre ça en évidence. Et derrière, c'est beaucoup de renseignements, ça peut être des écoutes téléphoniques, ça peut être des filatures, voilà, c'est un gros travail de fond. Mais du coup, est-ce qu'il y a une relation avec des personnes qui travaillent autrement légalement, comme des pêcheurs, des marieurs, etc. Alors il y en a eu, aujourd'hui ça existe peut-être encore, mais effectivement, durant les années passées, on a pu mettre en évidence que le circuit en fait de blanchissement de la civelle partait depuis les braconniers en passant parfois par des pêcheurs professionnels véreux, ça arrivait, ou directement par certains marieurs qui, par le biais d'une double comptabilité, voire par des établissements cachés, organisaient ce trafic et cet échappement vers les pays asiatiques. D'accord. Et comment ça se passe du coup pour... vous disiez que les missions pour empêcher ou pour arrêter des braconneurs parfois prend des années. Qu'est-ce que ça sous-entend comment est-ce qu'on arrête une personne comme ça? Alors il y a, je dirais, les actions de terrain classiques où on sait que sur tel ou tel endroit bien précis, sur tel cours d'eau, il y a des fortes probabilités qu'on trouve des braconniers, donc on peut intervenir. Là on est, je dirais, plus dans la prévention. On va faire en sorte d'interrompre les actions de braconnage par des actions de terrain. Après, pour les actions de terrain classiques, je dirais qu'on mène, c'est arriver suffisamment discrètement sur des endroits et essayer de prendre les gens la main dans le sac. Confisquer le matériel, saisir éventuellement les véhicules quand les conducteurs sont identifiés et qui participent à l'acte de braconnage. On a quand même un arsenal conséquent pour tenter de les empêcher de braconner. Maintenant, c'est pas non plus d'illusion, il y a tellement d'argent derrière que vous pouvez intervenir un soir et mettre une équipe en déroute, en attraper certains, les auditionner, les faire condamner. Rien ne les empêchera d'être là la semaine suivante s'ils estiment que le bénéfice est intéressant. D'accord, et vous disiez que c'est un marché qui est quand même extrêmement lucratif. On s'imagine, quand on parle de marché illégal comme ça, des marchés de la drogue qui sont quand même assez dangereux. Est-ce que justement c'est dangereux comme métier, l'intervention sur des braconnages comme ça? Potentiellement, ça peut l'être. Ça peut l'être. On n'a pas trop d'exemples à déplorer en matière d'armes, par exemple. En revanche, sur des utilisations de véhicules pour forcer des barrages, oui, ou des tentatives de fuite à bord de véhicules qui peuvent entraîner des situations dangereuses. Ouais. D'accord. Par rapport à l'intervention des agents. Après, sur le comportement des individus en lui-même, je dirais qu'on est formé pour ça. On est tout à fait capable de gérer ce genre de situation. Il y a beaucoup de verbal, mais évidemment, on est prêt aussi si jamais la situation peut s'envenimer. On est capable de monter les curseurs. D'accord. Donc, en conclusion, que peut-on penser de tout cela? Eh bien, premièrement, ce problème n'est pas pris à la légère par la communauté de la pêcherie. On peut voir une évolution des mentalités. Que ce soit par les quotas imposés jusqu'aux missions de repeuplement. Les mesures mises en place aujourd'hui prouvent bien qu'il y ait une réelle prise de conscience. En revanche, bien qu'il y ait de l'espoir, la civelle n'est pas encore tirée d'affaire. En effet, il va falloir attendre encore quelques années avant de savoir si les mesures portent leurs fruits ou non. De plus, il ne faut pas sous-estimer l'impact du marché parallèle sur la biologie de l'espèce. La presse s'attarde souvent sur l'aspect du trafic d'animaux, mais oublie de traiter les autres aspects importants de ce sujet. C'est pourquoi le but de notre documentaire
était de vous apporter une vision plus globale sur un sujet méconnu du grand public. Alors nous espérons que votre opinion est désormais éclairée sur la civelle, une espèce menacée.